Surnommée la reine de Cuba, agent hors pair et médaillée par sa hiérarchie, pendant 20 ans, Ana Montes a été une analyste pour le renseignement américain au sein de la DIA. Mais durant toutes ces années, elle était en réalité un agent double au service de Cuba, leur fournissant ainsi de nombreux renseignements américains classés top secret. Mais comment Ana a-t-elle réussi durant toutes ces années à duper les services secrets américains? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout d'abord, qui est Ana Montes? Eh bien, Ana est née le 28 février 1957 à Nuremberg, en Allemagne. Elle est l'enfant aîné de deux immigrés portoricains, Emilia Montes, mère au foyer, et Alberto Montes, médecin psychiatre dans l'armée américaine. Après avoir pas mal bougé, la famille d'Ana pose ses valises dans la ville de Towson, une ville qui est située près de Baltimore dans l'état du Maryland. Lorsqu'Ana est âgée de 15 ans, ses parents divorcent. Et la cause, c'est le comportement violent du père. En fait, le père d'Ana, c'est un homme très respecté dans sa profession, mais une fois les portes du foyer refermées, c'est un homme qui devient très violent envers sa femme et ses enfants. Il est explosif et imprévisible dans la vie privée. Ana a dit d'ailleurs de son père, il était le roi du château, et il demandait une totale et complète obéissance. Après ce petit topo sur la vie d'Ana, venons-en maintenant au vif du sujet de la vidéo. Comment Ana a-t-elle fait pour se faire embaucher par les services cubains et américains? Eh bien, dès l'université, Ana est une étudiante brillante et aux opinions bien tranchées. Elle, dont les deux parents sont portoricains, eh bien, elle exprimait déjà son désaccord face à la politique gouvernementale des États-Unis envers Cuba et l'Amérique centrale en général. Durant son cursus à l'université, Ana a effectué un petit séjour en Espagne. Lors de cet échange universitaire, elle rencontre un étudiant argentin, Ricardo. Et ce jeune homme soutient avec ferveur les mouvements politiques de gauche. Pour rappel, on est dans les années 70 et cette époque est marquée par la montée des mouvements gauchistes. Et comme on l'a dit, ce jeune étudiant, Ricardo, le petit ami d'Ana, eh bien, soutient ces fameux mouvements. Et c'est à cette même époque qu'Ana commence à sympathiser avec les idéaux des partis gauchistes et soutient les pays d'Amérique centrale et latine. Et puis souvenez-vous, les parents d'Ana sont des immigrés portoricains. En 1976, de retour sur le sol américain, Ana obtient son diplôme en affaires étrangères à l'université de Virginie. Donc Ana a déjà son master, mais on dirait que ce n'est pas assez pour elle. Quelques années plus tard, elle entreprend de nouveau des études. Elle va compléter son palmarès en entreprenant un master en relations internationales à l'université Johns Hopkins. Et ces années à l'université Johns Hopkins vont marquer un tournant dans la vie d'Ana. Car c'est à cette période précisément que débute l'aventure d'Ana avec les services secrets cubains. L'histoire est la suivante. Ana, jeune étudiante et fervente partisane des mouvements gauchistes, ses idéaux qui datent, rappelez-vous, de son petit séjour en Espagne, se fait aborder par Marta Rita Velázquez, une camarade qui la présente au service de renseignement cubain. Ana est le profil parfait pour leur recrutement. C'est une étudiante brillante et qui est à 100% investie dans leur cause. Elle ne fait même pas ça pour l'argent, elle est simplement guidée par ses idéaux. C'est ainsi qu'elle se fait officiellement recruter par les Cubains en 1984, alors que ce n'est encore qu'une étudiante. Et elle finira son master en 1988. Et ce qu'il faut savoir aussi à cette époque du recrutement d'Ana, en fait le climat politique est ultra tendu entre Cuba et les États-Unis. Et de ce fait, Cuba, pour contrer les États-Unis, Cuba investit énormément dans le renseignement et pour ses agents doubles. En fait, c'est un investissement qui est primordial pour eux pour pouvoir contrer les États-Unis. Donc après avoir recruté Ana, les services cubains ont une mission bien précise pour elle, qui n'est pas moins que d'intégrer les services de renseignement américains et obtenir un poste qui a accès à des informations classées top secret. Pour accomplir cette tâche ardue, les services de renseignement cubains vont devoir former Ana à la perfection. Car même si c'est une élève qui est assez brillante, ce n'est quand même pas une tâche aisée que d'intégrer les services de renseignement américains. Mais bon, c'est mal connaître Ana, car mission compliquée ne signifie pas mission insurmontable. Et en effet, il faut savoir aussi que le renseignement est une histoire de famille chez les Montes. Plusieurs membres de sa fratrie travaillent au FBI. Rien que ça. Alors il y a sa sœur Lucie qui est traductrice et il y a son frère Tito qui est un agent spécial. Et petite précision, Lucie et Tito travaillent uniquement pour les renseignements américains et non pour les renseignements cubains comme Ana. Bon bref, revenons-en à la mission d'Ana. Alors là, c'est génial, elle s'est fait recruter par les services de renseignement cubains, mais elle a encore sa mission à accomplir. Et oui, elle travaille officiellement pour les services de renseignement cubains, mais elle doit encore séduire les Américains.
Pour faire sa place, Anna commence d'abord sa carrière de manière très classique. En 1984, elle obtient un job au département de la justice à Washington. Et c'est seulement un an plus tard, en 1985, qu'elle candidate pour intégrer la DIA. Et candidater pour les services secrets, ce n'est pas comme candidater dans une simple boîte classique. Avant l'embauche, chaque futur recrue fait l'objet d'une enquête de moralité. Bah oui, on sait jamais, hein, il faudrait pas recruter un agent qui travaille déjà pour des services étrangers. Bref, c'était une très mauvaise blague. Bon bref, pour en revenir à l'enquête de moralité d'Anna, eh bien tout se passe super bien. Elle a passé cette étape avec succès et elle semble être la recrue parfaite pour les Américains. Donc ça y est, Anna est officiellement engagée par les Américains et elle gravit les échelons assez rapidement, mine de rien. Elle finit par occuper un poste d'analyste. Alors le but de son travail consiste à recueillir et analyser des informations pour le compte de la DIA. Mais le plus important dans ce poste, c'est qu'en fait elle a accès à des informations ultra confidentielles. Ce poste, c'est vraiment une aubaine pour les Cubains et on peut dire que c'est une mission accomplie pour Anna. Les années passent et Anna satisfait à 100% les Américains. Elle a la confiance totale de ses supérieurs et elle a même reçu plusieurs récompenses, dont une dans les années 90 de l'ancien directeur de la CIA en personne. Et ce pour avoir rempli toutes ses fonctions de manière exemplaire et avoir inspiré les autres. Bref, c'est dire à quel point Anna cachait super bien son jeu. Le jour, elle travaillait tranquillement pour les Américains et la nuit pour les Cubains. Alors, comme on l'a dit, Anna avait satisfait à 100% les Américains, mais c'était aussi le cas pour les Cubains. Anna était réellement un agent clé pour eux. Je pense que c'était même l'une de leurs meilleures agentes. Mais d'ailleurs, comment Anna faisait-elle? Parce qu'elle vit sur le sol américain, elle travaille pour les renseignements américains, mais bon, il fallait bien qu'elle communique avec Cuba pour leur être utile. Et ça, bien sûr, sans se faire prendre. Eh bien, plusieurs techniques sont utilisées par les deux parties. Alors, pour recevoir les informations de Cuba, en fait, Anna allume un petit transistor à ondes courtes, toujours sur la même fréquence, à heure et jour précis. Là, elle entend une série de chiffres, que d'ailleurs tout le monde peut entendre, mais en fait personne n'en comprend la signification. Bon bref, elle entend la série de chiffres, et en fait elle va noter cette série de chiffres qu'elle va ensuite convertir avec une grille pour déchiffrer le message codé. Et en retour, pour transmettre ces informations, Anna a toujours fait preuve d'une très grande précaution. Anna n'a jamais ramené un seul document chez elle, ni fait une seule copie. C'était bien trop dangereux. En fait, Anna, elle avait juste une mémoire hors pair. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle emmagasinait et elle retenait toutes les informations qu'elle avait vues dans la journée. Et le soir, arrivée chez elle, en fait, elle retranscrivait toutes les informations sur son ordinateur en espagnol qu'elle mettait ensuite sur des disquettes. Des disquettes qui, je précise, sont bien sûr cryptées. Puis, pour donner ces précieuses informations aux Cubains, elle a des rendez-vous avec ses correspondants dans un resto chinois new-yorkais. Vous voyez, il y a de très grandes précautions qui sont prises des deux côtés, parce que ce serait un peu dommage de se faire prendre quand même. Et franchement, ça a relativement bien fonctionné pendant plusieurs années. On peut dire vraiment qu'Anna excelle dans l'art de l'espionnage, c'est l'une des meilleures. Mais vous vous doutez bien que la gloire n'est pas éternelle. Et un jour, malgré toutes les précautions prises, la femme qu'on surnomme la reine de Cuba va être déchue. Cette femme qui, pendant plusieurs années, arrive à mener une double vie sans se faire prendre, va commettre des erreurs qui vont semer le doute sur elle. Alors en fait, dans le contexte de cette querelle américano-cubaine, dans les années 90, le gouvernement américain s'engage dans une vraie chasse aux sorcières contre les agents doubles. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'en fait, le crime d'espionnage, c'est considéré comme l'un des pires crimes qui puissent exister pour les États-Unis. Dans ce contexte-là, les Américains diligentent une enquête de contre-espionnage afin de débusquer tous les agents qui travaillent secrètement pour Cuba. Et cette enquête est quand même de mauvais augure pour Anna. Et dans cette enquête, il y a un agent qui va avoir une place hyper importante. C'est Scott Carmichael. Donc Scott Carmichael, qui est un enquêteur pour le compte de la DIA et qui a l'habitude de traquer ses agents doubles, est le premier à avoir des doutes sur Anna. Anna, l'espionne si parfaite et en qui tout le monde a confiance. Le doute commence à planer sur Anna suite à une succession d'événements. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Ça vient d'un collègue qui dénonce le comportement suspect d'Anna, ça vient ensuite par un interrogatoire qui est à moitié satisfaisant. Mais la révélation pour Scott Carmichael, ce fut en fait lorsqu'il a vu le nom d'Anna apparaître sur les personnes ayant eu accès à la base navale américaine de Guantanamo. C'est bien à ce moment précis qu'il sut avec certitude qu'Anna était un agent double. Et ça, c'est en avril 2001. Cette intuition de Scott Carmichael débouche sur des semaines de surveillance. Anna est mise sur écoute et toutes ses habitudes sont épiées. Mais pour pouvoir l'inculper, il faut absolument que les enquêteurs trouvent des preuves de la collaboration d'Anna avec Cuba. Car oui, c'est une chose de savoir qui est l'espion, mais encore faut-il le prouver. Alors, grâce à cette surveillance 24 heures sur 24, les enquêteurs découvrent dans la routine d'Anna des habitudes pour le moins très suspectes. Je vais vous en raconter quelques-unes.
Par exemple, le dimanche, elle prend le métro, elle fait quelques arrêts, elle descend à un endroit précis, elle attend 30 secondes à un endroit et 90 secondes à un autre. Qui fait ça? Ensuite, ils l'ont vue rentrer dans une pharmacie avec un sac et en ressortir avec un autre. Et enfin, très étrange, elle utilisait des téléphones publics alors qu'elle avait un téléphone à son travail. Les enquêteurs sont à 2 doigts de la faire tomber, mais pour ça, il faut absolument qu'ils fouillent son appartement. Mais il est impératif pour eux de ne pas éveiller les soupçons d'Anna ou des Cubains. Parce qu'ils auraient très bien pu dire coucou Anna, on frappe chez toi, on est là pour perquisitionner ton appartement parce qu'on te soupçonne d'être un agent double. Mais en fait, ça aurait été catastrophique. Anna, ça fait 20 ans qu'elle fait ça, elle travaille pour les Cubains. Ils auraient pu mettre en place tout un stratagème et éveiller les soupçons pour prouver justement qu'elle n'avait jamais travaillé pour les Cubains. Pour accomplir cette mission, les enquêteurs profitent qu'Anna soit absente un week-end où elle est partie rendre visite à son petit ami. La fouille de son appartement s'effectue le 25 mai 2001. Et la fouille dans son appartement s'avère plutôt fructueuse pour les enquêteurs. Ils y trouvent le fameux transistor à ondes courtes ainsi que son ordinateur. Bon, même si la fouille de son appartement a été plutôt fructueuse, ce n'est toujours pas suffisant pour prouver qu'Anna travaille pour les Cubains. Ce dont les enquêteurs ont en réalité besoin, c'est des preuves concrètes de la communication entre Cuba et Anna. Et ils pensent pouvoir trouver cette preuve dans son sac à main. Là, c'est vraiment la dernière étape pour les enquêteurs. Ils sentent qu'ils sont à 2 doigts de mettre fin à l'enquête et de débusquer Anna. Mais pour ça, il faut impérativement qu'ils fouillent dans son sac à main. Bon, je vous passe les détails du stratagème, mais c'était vraiment un truc qui était au millimètre près. Ils n'avaient pas du tout le droit à l'erreur. En sachant qu'Anna, c'est quand même une personne très intelligente, donc il fallait pas du tout éveiller les soupçons chez elle. Bon, après avoir mis en place le stratagème, ils finissent par réussir à fouiller dans le sac d'Anna. Et ils finissent par y trouver un petit bout de papier avec des chiffres et des lettres. Et c'est cette fameuse grille qui permet à Anna de déchiffrer les messages codés des Cubains. Alors, il faut certes déchiffrer le petit bout de papier, mais bingo, c'est la preuve que les enquêteurs attendaient pour pouvoir inculper Anna. Donc là, on arrive au moment de l'histoire où c'est le Graal pour les Américains et la descente aux enfers pour Anna. C'est donc le 21 septembre 2001 qu'Anna se fait arrêter par le FBI dans les bureaux de la DIA. Après l'arrestation, c'est l'heure du jugement. Et Anna risque très gros, car rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, l'espionnage est l'une des pires trahisons pour les États-Unis. Lors de son procès, Anna plaide bien sûr coupable, parce que bon, toutes les preuves sont là, elle peut pas le nier. Et en octobre 2002, elle est condamnée à 25 ans de prison. Bon, après avoir passé de nombreuses années en prison, 20 ans exactement, Anna finit par être libérée le 6 janvier 2003 à l'âge de 66 ans. Bon, même si elle est libérée finalement depuis pas très longtemps, à quoi ressemble la vie d'Anna après la prison? Après sa libération, Anna est partie s'installer à Porto Rico. Malgré le fait qu'elle soit libre, je pense que les États-Unis continuent à la considérer comme une véritable menace. Donc pendant les 5 années qui suivent sa libération, elle continue d'être surveillée sur ses recherches internet par les Américains. Je pense que cet épisode avec Anna a quand même profondément marqué les Américains. Aujourd'hui, Anna est encore considérée comme l'une des espionnes les plus dangereuses pour les États-Unis. Et pour ce qui est de ses idéaux, Anna continue à dénoncer les décisions des États-Unis envers Cuba. Anna, ça a toujours été une femme qui n'a jamais agi pour l'argent, mais qui a toujours agi par conviction. Et c'est ce qu'elle continue à faire aujourd'hui. C'est sur ces quelques mots que je clôture l'histoire d'Anna Montes. C'est tristement que je vous annonce que c'est la fin de cette vidéo. Moi, comme d'habitude, ça a été un plaisir de découvrir et de vous raconter cette histoire. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire auquel je répondrai et à laisser un petit like. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!